Bienvenue à tous à ce webinaire sur l'automatisation au service de la recommandation et de la satisfaction client, pardon. Ce webinaire va vous être présenté par moi-même. Je suis CTO chez Ideta, donc je m'occupe de toutes les problématiques techniques. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, Ideta, ça fait de l'automatisation de conversation. Donc, ça passe par des chatbots et des callbots, que ce soit sur des problématiques support, RH ou sur des landing pages. Ça fait également du live chat. Donc, c'est tout ce qui est gestion et automatisation des conversations. Et aujourd'hui, avec moi, Benjamin, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc Benjamin Tissot, je suis responsable marketing au sein de Voxity. Voxity, c'est une société de services en télécom et on développe une plateforme de télécom et relations clients. Je vous ai préparé une petite vidéo pour vous présenter Voxity. Hop, je vais essayer de vous la diffuser, ça dure à peine 1 minute. Oui bonjour, Voxity à votre écoute. Voxity monsieur, une société de services en télécom spécialisée pour les professions du droit, du chiffre et de l'immobilier. Typiquement, on conseille, on conçoit, on installe et on maintient des solutions pour les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les experts comptables ou encore les métiers de l'immobilier. Notre but, optimiser l'accueil et la relation client à travers leur télécommunication et s'engager sur le service. Concrètement, on fournit de la connexion internet haut débit, on optimise votre accueil téléphonique pour une plus grande efficacité, on met en place des solutions multisites avec un travail à distance sécurisé, on intègre vos logiciels métiers, la visioconférence et un tas d'autres outils spécifiques dédiés à votre métier. Rejoignez-nous sur voxity.fr et libérez vos télécoms. Voilà pour la petite présentation. Hop, je vais peut-être te laisser la main après pour la suite, Yanis. Ouais, super. Donc, pour entamer ce webinaire, on va mettre quelques éléments de contexte. Le premier, c'est, on va parler justement de 2021, qui va être l'année de l'accélération de la transformation numérique. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer, mais un petit rappel est toujours utile. La transformation digitale, ou transformation numérique, c'est le processus qui permet aux entreprises d'intégrer toutes les technologies digitales au sein de leurs activités. Donc, ça peut passer effectivement par de la téléphonie, du chatbot, mais c'est aussi de la visioconférence, c'est un CRM. C'est l'ensemble des outils qui vont permettre des outils numériques qui vont permettre à une entreprise de fonctionner et de s'améliorer, de progresser et de faire développer son chiffre d'affaires. Alors, quelques chiffres intéressants, c'est au sujet de la transformation numérique, la source, c'est Appvisor, qui est un site de recommandation de logiciels, et en fait, c'est le nombre de recherches sur ce site. Donc, on voit que en 8e position, la communication, tout ce qui est visioconférence et messagerie, a connu une croissance de 46%. La partie gestion plus 7%. Donc, on est vraiment en train d'avoir quelque chose qui se passe sur cette partie-là. La vraie question que se posent les entreprises, c'est aujourd'hui, il y a quand même une multiplication des points de contact, que ça va être les réseaux sociaux, Internet. Il y a de nouvelles habitudes de consommation qu'on a besoin de comprendre, de détecter en amont. Et en fait, la transformation numérique, ça implique aussi que tout le monde au sein de l'entreprise est concerné. Tout le monde va avoir besoin de tel ou tel outil métier qui est lié à un ordinateur. Et on peut se poser la question de quelle va être la place de l'humain. Pour donner un petit exemple graphique de cette transformation numérique, voilà, ça ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont quelques-unes des messageries instantanées grand public. Donc, on retrouve les fameux WhatsApp, Facebook Messenger, vous connaissez probablement Skype, peut-être jusqu'à Telegram, mais en fonction des pays, en fonction des sensibilités, mais en fait, on va en trouver toute une flopée. Donc, par exemple, Discord pour les gamers ou voilà. Et ça s'associe aussi à des messageries d'entreprise. Vous connaissez peut-être Skype ou Workplace de Facebook ou Teams de Microsoft, mais en fait, il y en a plein d'autres qui se sont lancés et qui existent.
Et à ça s'associe également toute la partie vocale, donc assistant vocal, que ce soit sur des smart speakers ou on en parle peut-être un peu moins dans cette catégorie, mais c'est toute la partie téléphonie où on va avoir des SVI de plus en plus intelligents et des serveurs téléphoniques de plus en plus intelligents. Donc tous ces facteurs, c'est justement toutes ces choses qu'on doit prendre en compte et qui sont nouvelles. Ça va être, ce sont des choses qui sont amenées à s'accélérer à partir de 2021. Et 2021, donc du coup, c'est une année un petit peu spéciale. On espère que ça sera la première ère post-Covid. Je vais pas revenir sur l'épidémie, hein, tout le monde l'a connu. Par contre, je vais revenir sur certains points de l'épidémie. Ça a permis, notamment, l'accélération de certaines choses, donc tout ce qui est télétravail, télémédecine, etc., et d'accélérer cette digitalisation. Donc la digitalisation, aujourd'hui, si on prend quelques chiffres, avec cette pandémie, ils disent qu'on a gagné 5 ans dans les habitudes des personnes, notamment pour, comme facteur de résilience, pour maintenir les communications, pour l'accès aux documents et l'accès aux outils. Vu qu'en fait on était pas en présentiel, on devait justement avoir plus d'accès à distance. Donc du coup, ça a apporté plus de flexibilité dans le travail, ça a apporté aussi plus d'efficacité pour les employés, et c'est vraiment cette nouvelle ère qui a facilité l'accès à cette digitalisation. Donc aujourd'hui, s'équiper en outils digitaux, c'est mieux préparer les crises à venir s'il y en a des nouvelles, et surtout mieux communiquer à distance. Pour ça, je vous ai préparé un petit schéma juste après. C'était le nombre de recherches liées à la visio, donc en mars l'année dernière. Donc suite à justement l'annonce du confinement. Juste pour vous donner un ordre d'idée, donc le pic a fait pratiquement 5000%, encore une fois sur Advisor, donc de recherche par rapport à des solutions de visio. Et sur l'année 2020 justement, il y a eu plus de 131% de recherche sur la visio. Donc quand on parle justement de digitalisation, on parle aussi d'automatisation. Donc l'automatisation, ça peut être intéressant, mais pourquoi automatiser et surtout, quoi automatiser Ce qui va être important, ça va être d'automatiser donc les tâches rébarbatives. Donc typiquement, de devoir renseigner des informations dans un logiciel puis dans un autre, ouvrir un autre logiciel pour avoir de l'information, etc. Donc ça, c'est toutes des tâches qui sont pas utiles, qui font perdre du temps et qui sont intéressantes à automatiser. Une autre chose intéressante, ça va être les tâches répétitives ce coup-ci. Donc toujours répondre aux mêmes questions et en fait où l'humain n'a pas vraiment de plus-value sur ces tâches. Et l'une des dernières tâches, ça va être justement les tâches qui vont être assujetties à des erreurs humaines. Donc typiquement de la recopie et la redondance d'informations, ou encore une fois des tâches rébarbatives qui vont faire que l'humain va se tromper dans les tâches. Donc encore une fois là, ça va être intéressant d'automatiser certaines tâches. Ensuite, quand on regarde donc l'automatisation et au niveau marketing, aujourd'hui dans le marketing digital, c'est la course à l'émotion client. Si on regarde la pyramide de droite justement, le summum pour accueillir nos clients, c'est leur offrir de l'émotion. Mais pour arriver justement au sommet de la pyramide, ce qu'il faut, c'est avoir des bases solides. Et pour avoir des bases solides, justement, c'est toutes les étapes que l'on voit en différentes couleurs. Et la première étape reste de répondre à tous les messages de nos clients. Aujourd'hui, voilà, si on regarde sur le schéma de gauche, on voit que dans 74% du mécontentement, c'est surtout une mauvaise attitude, une mauvaise connaissance ou une lenteur de réponse qui fait que le client n'est pas satisfait. Donc ce n'est pas forcément qu'il n'a pas eu d'émotion, c'est juste que la base du message n'a pas été répondue. Donc encore une fois, voilà, c'est représenté sous forme de pyramide. Il va y avoir plusieurs étapes: répondre avec politesse, répondre avec vitesse, être disponible sur les bons canaux, reconnaître ses clients, résoudre chaque problème et dès la première interaction, et enfin offrir de l'émotion. Donc voilà, c'est vraiment une pyramide et la base reste le plus solide, qui est répondre aux clients. On va parler maintenant de MPS. Je vais te laisser merci. La parole, Yanis. Et donc en fait, pour mesurer cette satisfaction client, c'est quand on a analysé cette pyramide, c'est
comment est-ce qu'on va mesurer la satisfaction de nos clients de façon efficace, de telle sorte qu'on puisse ensuite prendre des actions. Et en fait, c'est pour ça qu'on va parler du NPS. Mais avant de se concentrer sur le NPS, en fait, on va parler de façon générale de la façon dont on peut mesurer la relation client et la qualité de la relation client. Parce que le NPS, c'est le Net Promoter Score, on en parlera plus tard après, c'est une façon de mesurer la qualité de la relation client, mais en fait, on peut faire plein de choses avant. Par exemple, on peut demander quelle est la qualité de l'agent. Donc une question typique, ça va être, en se basant sur votre récent contact avec notre service client, à quel point êtes-vous satisfait des réponses apportées par notre agent? Ou comment jugeriez-vous l'amiabilité, la compétence, la fiabilité de notre agent? À quel niveau estimez-vous la volonté de notre collaborateur à résoudre votre problème? Ça, c'est des questions que vous avez probablement souvent entendues après avoir été en relation avec un service client. On va vous demander justement comment ça s'est passé. Une autre façon de faire pour mesurer la qualité de la relation client, ça va être est-ce que ça a fonctionné de contacter le support. Donc, est-ce que c'est la façon dont vous avez contacté le support client? Est-ce que c'est la première façon que vous avez essayé? Est-ce que c'est le premier canal que vous avez essayé? Donc, et après, on peut aussi demander comment était notre outil de live chat pour avoir des informations très précises sur des points techniques. Voilà. Et donc, justement, l'autre façon de poser la question, c'est quel support avez-vous utilisé lors de votre première tentative de contact avec le service consommateur? Et enfin, c'est un parmi d'autres, puisque la liste est longue, mais c'est 3 qu'on a choisis, et c'est le Customer Effort Score, c'est quel niveau d'effort avez-vous dû déployer pour entrer en contact avec notre service client? Voilà, parce qu'on va avoir des entreprises, par exemple, comme Google, qui font exprès de cacher le service client pour justement avoir un taux d'automatisation très, très important, et parce qu'ils veulent pas donner de cours sur la façon dont fonctionne leur moteur de recherche, par exemple. Donc en fait, ils font tout pour que ce soit extrêmement difficile de rentrer en contact avec eux. Donc, mais parfois, cette stratégie un peu extrême peut fonctionner pour certains. Mais l'idée, dans tous les cas, c'est que quand on pose ces questions, je ne sais pas si vous répondez, vous, à chaque fois qu'on vous sollicite pour évaluer un agent ou qu'on vous pose des questions sur le support client, mais en fait, ça prend pas mal de temps. Il faut évaluer on reçoit souvent un mail additionnel après l'échange, on doit se rendre sur la plateforme, et en fait, pour l'utilisateur, c'est souvent très compliqué. C'est pour ça qu'il y a le Net Promoter Score qui a été créé avec une question très simple qui est: quelle est la probabilité que vous recommandiez l'entreprise, la marque, le produit à un ami, collègue, membre de la famille? Et donc les notes sont de 0 à 10, donc de tout à fait improbable et tout à fait probable. L'idée, c'est de se concentrer, c'est un indicateur assez global et qui se concentre sur, grosso modo, quelle est la possibilité pour l'entreprise de bénéficier d'un effet de bouche à oreille. C'est-à-dire notre service client est-il, ou la qualité de notre produit, ou la façon dont on interagit avec notre client est-elle suffisamment bonne pour qu'on puisse justement faire en sorte de bénéficier de ce bouche à oreille. Donc la façon dont il est calculé, c'est un petit peu technique, donc on va en parler un petit peu, mais en fait, on va calculer le nombre de promoteurs, donc c'est ceux qui donnent des notes de 9 et 10, et on va y soustraire le nombre de détracteurs, c'est-à-dire ceux qui mettent des notes de 0 à 6. Et en fait, le NPS, c'est le nombre de promoteurs le pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs. Donc en fait, on va avoir un nombre qui va se situer entre moins 100 et plus 100. Donc plus 100 étant le meilleur score possible et moins 100 le moins bon score possible. À partir du moment où vous avez un Net Promoter Score positif, ça veut dire que les clients sont plutôt satisfaits, parce qu'il y a un pourcentage de promoteurs qui est plus important qu'un pourcentage de détracteurs. Et en fait, c'est un indicateur qui permet de synthétiser votre relation client. Parce que si vous avez énormément de détracteurs, vous savez peut-être pas pourquoi, mais en tout cas, ils sont pas contents. Donc en fait, l'idée aussi, c'est ça permet d'identifier, parce qu'une fois qu'on sait qui sont les promoteurs, qui sont les détracteurs, ça permet de mettre en place des actions ciblées en direction de ces gens, et donc d'aller ensuite justement automatiser pour inciter les ambassadeurs à promouvoir et comprendre les sources comprendre les sources d'insatisfaction des détracteurs. Donc en fait, c'est ce qui va être bien avec le NPS, qu'on va avoir un indicateur synthétique, mais qui permet quand même toutefois
d'aller faire des actions individuelles et de poser des questions après, par exemple, aux détracteurs, ou justement de profiter de la satisfaction des promoteurs. Et en fait, rien n'empêche d'envoyer à un détracteur un questionnaire sur la qualité de sa relation avec l'agent, ou de lui demander quel est le customer effort score, c'est-à-dire à quel point ça a été compliqué. Ça va permettre par la suite de comprendre les causes d'insatisfaction, mais c'est pas forcément nécessaire si en fait tout le monde est content. Voilà. Donc ça va me permettre d'enchaîner sur le chatbot, voicebot, callbot. Donc ça, c'est effectivement notre activité chez Data. Rapidement, un chatbot, pour ceux qui ignorent, c'est un programme qui dialogue avec une personne en lui donnant l'impression de converser avec une autre personne. En fait, c'est un robot qui parle avec qui va être capable de répondre automatiquement. Et donc, ça fait souvent appel à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et notamment en particulier le Natural Language Processing, qui est capable de comprendre les questions. Voilà. Et donc, comment fonctionne un chatbot? En fait, on va avoir soit justement de l'intelligence artificielle qui va permettre de comprendre les intentions de l'utilisateur, soit des boutons, soit des mots-clés. Et en fait, le chatbot, lui, va justement animer tout ça, déclencher des processus automatiques, se connecter à des bases de données, des API. Et en fait, justement, on va, dans le cadre de la relation, on va essayer d'automatiser la relation client grâce au chatbot et apporter des réponses, des images ou déclencher des actions comme des prises de rendez-vous, des alertes ou ce genre de choses. Voilà. Et dans les catégories, j'en profite pour faire une pause. N'hésitez pas à poser des questions à n'importe quel moment si vous avez des questions. Alors d'ailleurs, j'ai un commentaire qui dit bonjour, la méthode de notation de 0 à 10 est très peu en phase avec la mentalité française. 7 en France, c'est déjà une bonne note. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant avec le NPS, c'est que c'est pas une note, on ne demande pas de juger le produit, on vous demande simplement, et c'est pour ça que les questions sont extrêmement importantes quand on pose des questions à ses clients pour mesurer la satisfaction client, c'est quelle est la probabilité que vous recommandiez votre entreprise. Mais parce qu'en fait, vous l'avez probablement déjà fait. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où vous l'avez déjà fait, par exemple, moi, si j'aime bien mon dernier iPhone, j'adore mon iPhone, j'en ai probablement parlé, je l'ai peut-être défendu dans des opérations. C'est pas une note. C'est-à-dire, je lui aurais probablement mis une note de 7 ou de 8, c'est pas grave. Mais par contre, j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà recommandé à des amis, donc en fait, j'ai déjà fait une note de 10. Et en fait, c'est en ça que c'est important de bien poser les questions, parce qu'on mesure pas la même chose en disant « Qu'avez-vous pensé du produit ?» ou quelle est la probabilité commandiez ce produit. Et donc en fait, c'est en ça qu'il faut faire attention. Donc vu qu'il y a une autre remarque, on pourrait donc se contenter des 3 smiles. En fait, ça dépend. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage du Net Promoter Score, c'est que vous voyez qu'il y a une répartition, on va dire, différente de ce qu'est un détracteur, un promoteur et un passif. Donc, si vous voulez faire les 3 smiles, donc c'est triste, neutre et positif. En fait, c'est une autre façon de le faire, mais vous n'allez pas avoir le même pourcentage. C'est-à-dire que là, on a quand même des passifs avec des notes justement de 7 et 8. Et on est promoteur qu'à partir de 9 et 10. Parce qu'en fait, après, c'est dans l'analyse, les gens qui l'ont créé, mais à 9 et 10, on va vraiment en parler. C'est des gens qui vont probablement dire du bien de votre entreprise, alors qu'à 7 et 8, en fait, c'est des gens qui disent oui, ça fait le job. Et les détracteurs, bon, à 0, il va probablement vous mettre une bad review sur tous les sites internet où il peut vous trouver. Mais à 6, en fait, il va dire ouais, c'est bof, voilà, c'est pas foufou. Et donc, en fait, c'est 2 façons différentes. C'est juste que le calcul a été un petit peu, la façon de noter et de calculer a été un petit peu modifiée. Mais effectivement, il y a des proximités entre les 2 façons de faire. Donc, pour en revenir au chatbot, si vous n'avez pas de questions, il y a plusieurs types de chatbots. Vous allez avoir des chatbots très simples avec des données d'entrée prédéfinies, ça va être des boutons, ça va être du texte mais très figé. Et les chatbots vont répondre aussi également de façon statique avec du texte, des images, de la vidéo ou autre. Mais il va comme ça va être ce que nous on appelle au clic-bouton. Donc on clique sur un bouton, un autre apparaît, etc.
Après, on peut faire un chatbot plus intéressant qui va pas seulement se contenter de répondre, de poser à des questions, mais qui va être aussi connecté à des outils et qui va déclencher des processus ou qui va aller chercher de l'information. Donc, on se rapproche de plus en plus de l'automatisation de la robotic process automation, dans le sens où on va être capable d'aller chercher une information sur les serveurs de l'entreprise, on va être capable d'aller envoyer des mails ou de connecter à des API ou de mettre à jour un CRM en fin de conversation. Donc là, on commence à avoir des cas d'usage qui sont un peu plus complexes et qui se développent. Alors ensuite, on a pour finir, des chatbots dynamiques avec de l'IA. Et donc, en fait, là, les gens sont moins limités. On n'a pas besoin d'avoir des boutons, d'avoir des caisses de répondre par oui ou par non. On peut vraiment arriver et dire, le chatbot va dire qu'est-ce que je peux faire pour vous. Et bien sûr, dans la limite de l'entraînement du chatbot, il va être capable de répondre et de donner cette impression d'une conversation avec un agent support. Donc là, on est sur toujours de la robotic process automation, mais alimenté par de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc si maintenant on voit justement l'application de cette automatisation au sein du canal téléphonique. Pourquoi automatiser son accueil téléphonique? Je vais prendre un exemple assez concret. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vécu lorsqu'on peut appeler plutôt une assez grosse entreprise ou alors même dans certaines petites entreprises. Vous appelez donc la personne et déjà vous êtes mis en attente. Donc alors que en plus, lorsqu'on appelle quelqu'un, c'est pour avoir de la réactivité et de la disponibilité. Sinon, si on est prêt à attendre, on peut envoyer un mail ou alors un questionnaire mail ou un questionnaire web, pardon. Donc on est en attente de réactivité et là, première des choses, on est mis en attente. Ensuite, si ça se passe mal, vous allez devoir donc donner vos explications, éventuellement redonner vos explications si c'est pas la bonne personne, et ensuite transférer vers la personne qui doit gérer ce dossier. Donc je pense que c'est quelque chose que tout le monde a déjà vécu. Si la personne n'est pas disponible ou s'il y a eu une erreur, vous êtes même raccroché et là, vous êtes obligé de recommencer le process. Et on repart sur l'attente, on repart sur donner les informations, etc. Dans le cas où ça se passe plutôt bien, vous êtes avec la personne qui peut vous traiter l'information et vous devez réexpliquer la demande parce qu'il n'y a pas eu de suite d'informations, etc. Donc ça, c'est un process qu'on va dire assez classique que je pense tout le monde a vécu et qui est pourtant pas du tout optimisé pour la partie téléphonique où là, on a besoin justement de personnalisation, de réactivité et de communication. Alors, quoi mettre en place justement pour répondre à ça? Alors, l'automatisation au service de l'accueil téléphonique, comment? Donc, la première des choses qui est faisable, c'est identifier le numéro de l'appelant. Donc, soit parce qu'il est déjà rattaché dans une base et qu'il est identifié avec une personne qui gère le dossier, comme ça, on n'a pas besoin d'attendre et de passer par un secrétariat. Soit la deuxième chose, c'est étudier justement les habitudes de l'appelant. Si à chaque fois il a appelé, il est tombé sur le secrétariat et au final il a eu Monsieur Dupont qui a le poste 1032, autant identifier ça et le passer directement au poste 1032 qui est Monsieur Dupont. La deuxième des choses, c'est la remontée de fiches dans le logiciel métier du client. C'est-à-dire que lorsque le client appelle, on ouvre directement la fiche dans le logiciel métier, ce qui permet donc de personnaliser aussi, de voir un petit peu l'historique des derniers appels et de pouvoir accueillir la personne avec plus de considération. On va peut-être pas accueillir un nouveau client de la même façon que quelqu'un qui vient régler une facture, par exemple. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit temps d'avance et de pouvoir justement considérer la personne avec laquelle on va converser. Ensuite, c'est la supervision et la disponibilité des collaborateurs. Soit de manière visuelle, soit de manière automatique. Ça ne sert à rien de transférer l'appel à quelqu'un qui est déjà en communication ou qui n'est pas disponible parce qu'il n'est pas au bureau, parce que voilà, il est sur autre chose. Il y a 90% des chances que ça énerve tout le monde et que ça fasse une perte de temps justement pour tout le monde. Et enfin, c'est justement automatiser les demandes d'information entre les logiciels pour qu'il y ait vraiment du suivi entre les personnes et qu'il n'y ait pas besoin de réexpliquer à chaque fois ces demandes. Et enfin, la dernière possibilité, c'est justement de pouvoir automatiser si vraiment
personne ne peut prendre l'appel, qui a plus de capacité humaine à traiter les appels, rebasculer sur de l'automatisation lorsque c'est faisable. Donc si je prends pour ça quelques exemples concrets qui au sein de nos clients, on travaille avec une agence immobilière donc qui fait beaucoup de gestion de syndic, donc gestion de syndic dans des copropriétés. Il y a une secrétaire à l'accueil qui, pour vous donner quelques chiffres, elle peut pas le traiter justement, qui a aujourd'hui 550 appels entrants, plus de 750 mails, et elle gère en plus l'accueil physique à l'agence. Tout ça pour une seule personne. Donc ils nous ont consultés parce que s'ils avaient justement des mauvaises notes sur les réseaux et sur Google, parce qu'ils n'étaient pas assez disponibles. Donc effectivement, là, il y avait un problème justement humain par rapport à comment ils étaient organisés. Donc ils voulaient justement s'équiper d'outils pour ça. Donc la première des choses qu'on a faites justement, c'est des appels directs vers les gestionnaires de dossiers, parce qu'il y a plusieurs gestionnaires de dossiers pour plusieurs copropriétés. Donc ça évitait justement de passer par l'engorgement de la secrétaire. Ensuite, il y a eu aussi la mise en place d'un chatbot sur le site web afin de répondre à certaines demandes. Parce qu'il faut savoir que justement la gestion syndic engendre énormément de demandes. On a besoin de réactivité, mais il n'y a pas forcément besoin de traitement humain dans tous les cas. Donc là, il y a eu besoin par contre de éduquer un petit peu la clientèle et donc de pouvoir leur dire qu'il y avait d'autres canaux que le téléphone pour ces demandes. Et ensuite, dans le cas où vraiment elle n'arrivait pas à prendre tous les appels ou à traiter toutes les demandes, il y a eu justement un voice bot en débordement afin de pouvoir indiquer à la personne le bon chemin à suivre ou savoir si elle souhaitait recontacter à telle heure pour prendre rendez-vous avec son gestionnaire de dossier qui n'était pas disponible, justement pour orienter la personne vers la démarche à suivre. Un autre exemple de l'automatisation, un cas avec un avocat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, on voit le métier d'avocat, je ne sais pas s'il y en a qui sont avec nous aujourd'hui, comme un métier très florissant, et pourtant, il y a énormément de concurrence à l'intérieur des avocats, à tel point qu'il y a vraiment des avocats qui souffrent d'avoir de nouveaux clients et qui sont à la recherche vraiment, qui démarchent pour avoir de nouveaux clients. Donc il y a vraiment une digitalisation du métier et un besoin de différenciation entre les avocats. Sachant que pour eux, donc voilà, ce qu'ils vendent, c'est presque du temps, parce que c'est du temps de conseil, c'est là où c'est le plus rentable pour eux. Donc ils sont à la recherche d'économies de temps aussi pour eux. Donc la solution qu'ils ont envisagée, c'était une solution de visioconférence pour éviter justement les déplacements, surtout sur Paris, qui peut vite nous prendre du temps pour se déplacer chez un client. Donc là, c'était une solution de visio où le client pouvait justement payer autant directement avec son avocat en visio. Il y en a même qui sont allés un petit peu plus loin, ils ont fait aussi un petit peu de try and buy pour pouvoir essayer justement les compétences de l'avocat et se différencier là-dessus. Donc le chatbot est venu aussi intervenir pour la réservation du créneau via le site web de l'avocat et justement pour la confirmation de paiement. Une fois que le paiement était enregistré, la visio pouvait se déclencher automatiquement avec l'avocat. Encore une fois, pour avoir de la réactivité et pouvoir se différencier sur ce canal. Je vous prends un autre cas d'usage aussi, donc qui est un cas des huissiers de justice. Donc on voit les huissiers de justice, on imagine les huissiers de justice qui font que de la saisie. Pour autant, c'est qu'une partie minime de leur métier. Ils font aussi beaucoup de relations amiables. Donc relations amiables, en gros, c'est un locataire qui ne paye pas son loyer, qui est pas d'accord avec le propriétaire qui est à l'attente justement du règlement du loyer. Donc là, l'huissier de justice va faire de l'amiable entre les deux pour que les deux parties soient contents. Pour eux, donc ils avaient besoin de la réactivité téléphonique. Donc c'est-à-dire qu'ils vont faire beaucoup de campagnes d'appel pour relancer justement les débiteurs. Et lorsqu'ils l'ont au téléphone, il faut justement qu'ils puissent le faire régler le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Donc pour ça, justement, il y a eu chatbot et voicebot pour automatiser cette nouvelle façon de payer et pour faciliter le règlement des débiteurs auprès du créditeur. Donc encore une fois, voilà, la combinaison entre téléphonie, chatbot et voicebot. Et je vais peut-être te laisser la parole pour ce cas d'usage, du coup, Yanis.
Oui, alors c'est un autre cas d'usage dans le cadre d'une agence immobilière. Et en fait, c'est sur la partie génération de leads. Donc, c'est mettre un chatbot sur son site internet. Donc, en fait, quand on arrive sur un site d'une agence immobilière, c'est pas un site auquel on est forcément familier. Et en fait, quand on regarde un site internet, il y a des informations partout. Il y a des menus, il y a des numéros de téléphone. Enfin, il y a vraiment pas mal d'options. Et en fait, le chatbot, c'est un peu l'endroit qui aujourd'hui est devenu l'endroit facilement identifiable sur un nouveau site où je sais que je vais éventuellement avoir un peu d'aide. Et donc là, en fait, pour ce client, on a justement mis un chatbot en bas à droite avec justement exactement dans la petite bulle d'information ce qu'il pouvait faire. Donc, par exemple, besoin d'aide pour acheter, louer, vendre ou faire gérer votre bien. Et quand j'ouvre, en fait, je vais justement, ça va déclencher une mini application qui va me poser 2-3 questions sans que j'ai trop besoin de réfléchir, étape par étape, pour savoir quel bien je veux acheter. Ça va aller collecter les informations et en fait, on va avoir le recueil du besoin client dans son ensemble. Et ensuite, une fois que la conversation est terminée, les informations vont être envoyées via API ou par mail, ça dépend des systèmes d'information des clients, mais afin de récapituler auprès du client quelles ont été les demandes des utilisateurs. Donc ça lui évite notamment forcément de passer un numéro de téléphone qui parfois peut déclencher des situations d'engorgement et autres. Donc ça lui permet d'avoir des réponses tout de suite, qu'il va pouvoir traiter dans un second temps. Et, euh, et voilà. Donc en fait, on a vraiment un cas d'usage comme ça. Un second cas d'usage qu'on a eu, c'était une estimation de capacité d'emprunt. Donc là, c'est sur un autre client, on va avoir en fait justement petit à petit, on va répondre à quelques questions afin d'établir si le client va quelle est sa capacité d'emprunt, qu'est-ce qu'il va pouvoir acheter, et donc ensuite pouvoir lui recommander des biens ou des financements. Et en fait, cet outil, en fait, il est intéressant parce que le chatbot, en fait, va, en termes d'automatisation, non seulement il récolte les informations, mais il va faire les premiers calculs de lui-même dans le cours de la conversation. Il va être capable ensuite de déclencher et de faire un récapitulatif pour le client final. Voilà. Donc on est vraiment sur l'idée, c'est de pouvoir interagir avec le client, récolter des informations et ensuite même traiter cette information de telle sorte qu'on puisse voilà, conclure l'affaire. Voilà. On est arrivé à la fin des exemples et des cas d'usage possibles. Je ne sais pas si Benjamin, tu veux ajouter quelque chose dans l'immédiat, mais sinon après on enchaînera sur des questions Ouais, tout à fait, ouais, éventuellement, si vous en avez. non, pour l'instant, j'ai rien de spécifique. Après, voilà, si on est disponible pour les questions, justement, s'il y en avait juste sur cette présentation. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez une question sur une quelconque partie, que ce soit la transformation digitale, l'automatisation, le NPS, enfin le Net Promoter Score, ou les différents cas d'usage, s'il y en a un qui vous intéresse plus qu'un autre, les chatbots, les voicebots. Euh, voilà, n'hésitez pas à poser une question si vous en avez. Ou à nous faire un retour justement sur l'application que vous en avez déjà aujourd'hui ou que vous réfléchissez justement à mettre en place. On peut peut-être réfléchir justement à des cas d'usage là-dessus. On reste ouvert justement sur le chat pour ça. Alors j'ai des gens qui écrivent. Donc j'ai merci, c'était très clair et instructif. Vous allez nous envoyer votre présentation. Vous allez nous envoyer votre présentation. Oui, tout à fait, ouais. On l'a enregistré. Il y a eu un enregistrement du webinaire et on a également la présentation. Donc on pourra l'envoyer aux différents participants. Tout à fait. Est-ce que en termes de cas d'usage,
il y a quelque chose il y en a que vous souhaiteriez mentionner ou sur lesquels vous aimeriez qu'on échange un petit peu ou Alors j'ai OK, merci beaucoup, c'était intéressant. Bah, merci beaucoup, merci à vous d'avoir trouvé intéressant et d'avoir pris le temps de nous écouter. En tout cas, donc autant on le mettra quand on vous enverra la présentation et l'enregistrement, il y aura nos adresses mail qui seront disponibles. Donc il faudra pas hésiter à entrer en contact avec nous de telle sorte qu'on puisse échanger sur sur vos problématiques, peut-être de façon plus personnelle dans un autre contexte par la suite. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de clore ce webinaire et de vous souhaiter un excellent appétit. Voilà, on se tient au courant par mail dans les heures et jours qui viennent. Merci. Bonne journée. Au revoir.